24 juillet 1944, Normandie. À l'intérieur d'un bunker de commandement humide creusé dans le flanc d'une route en contrebas, le général-lieutenant Dietrich Kreiss regarde une carte qui ne reflète plus la réalité. Kreiss commande la 352e division d'infanterie. Il y a 6 semaines sur Omaha Beach, c'était une unité à effectif complet de 12 000 hommes. Ils avaient infligé des milliers de pertes aux Américains, mais cela remonte à 6 semaines. Maintenant, la 352e est un fantôme. Ses régiments sont exsangues, ses lignes de ravitaillement sont coupées par les chasseurs bombardiers. Et pourtant, la machine à écrire dans le coin cliquette avec un nouvel ordre de Berlin. Halt befehlt. Tenir jusqu'au dernier homme. Pas un seul pas en arrière. Berlin exige une défense forteresse. Mais Kreiss n'a plus de béton, plus d'acier, plus de bunker. Il regarde par la fente de son poste de commandement le paysage. Le bocage. D'anciennes haies, d'épais talus de terre surmontés de racines tordues et d'une végétation dense, bordant chaque champ comme les murs d'une cellule de prison. Pendant des siècles, ces haies ont gardé le bétail à l'intérieur. Maintenant, Kreiss réalise qu'elles empêchent l'armée américaine d'avancer. Il n'a pas besoin de béton. La géographie elle-même combat pour le Troisième Reich. Il sait que les Américains ont les hommes, les avions et les chars. Mais il sait aussi que dans ce labyrinthe vert, leur puissance industrielle est inutile. Un seul parachutiste allemand, avec un Panzerfaust, derrière un buisson, vaut plus qu'une colonne de Sherman. Kreiss envoie sa réponse au commandement du corps. La ligne est stable. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge plein d'espoir. Il croit que le terrain lui a acheté du temps. Il a tort. Ce n'est pas la guerre. C'est un cauchemar claustrophobique. Les champs sont petits, rarement plus larges que 180 mètres. Les haies font entre 1,20 m et 1,80 m de haut, reposant sur des talus de terre de près d'1 mètre d'épaisseur. Elles sont impénétrables au regard et pare balles pour les armes légères. Quand un char Sherman de 30 tonnes essaie de passer à travers, il échoue. Le talus est trop épais, alors le char essaie de grimper. Alors qu'il se cabre, son canon pointe impuissant vers le ciel. Son blindage inférieur mince, la partie la plus faible du char, est exposé à l'ennemi. Attendant de l'autre côté, une équipe anti-char allemande. Un coup, une épave en flammes. L'attaque s'arrête. L'infanterie est clouée au sol. La plus puissante armée de l'histoire est arrêtée par du jardinage. Sur la ligne de front, les mitrailleurs allemands visent les intersections routières, attendant les Américains. Les Américains continuent d'avancer, jour après jour. Mais ils n'avancent pas. Ils meurent. Quelques centaines de mètres par jour, quelques centaines d'hommes par jour. L'attrition est glaciaire, meulière, absolument exaspérante pour les commandants américains qui observent depuis l'arrière. Chaque jour, les rapports de pertes arrivent au poste de commandement. 200 blessés, 50 tués, 15 chars détruits. Tout cela pour avancer d'une seule haie, pour gagner un seul champ. Les mathématiques du bocage sont brutales. Les Allemands défendent en derrière de la terre. Les Américains attaquent à découvert. Les Américains meurent. À 15 km derrière le front, la machine industrielle américaine s'étouffe de sa propre efficacité. Le Red Ball Express livre des tonnes de ravitaillement, mais il n'y a nulle part où les mettre. Le général Omar Bradley, commandant la première armée, regarde son offensive s'enliser. Bradley calcule les mathématiques de l'attrition. À ce rythme d'avance, quelques centaines de mètres par jour, il atteindra Paris en 1950. Il a 500 000 hommes engagés dans le théâtre normand. Derrière eux, 500 000 autres en Angleterre attendant le transport. Les lignes de ravitaillement s'étirent de l'Angleterre à la Normandie, à travers la Manche, via des ports qui fonctionnent à peine. Chaque jour où le bocage tient lui coûte des hommes, lui coûte son élan, lui coûte sa crédibilité auprès d'Eisenhower. La presse commence à demander pourquoi la percée hors de Normandie prend tant de temps. Les électeurs américains demandent pourquoi leur fils meurt dans les haies de Normandie, alors que la guerre était censée être gagnée maintenant. Ce n'est pas une crise militaire, c'est une crise temporelle. Bradley a des hommes illimités, des ravitaillements illimités, une capacité industrielle illimitée. Ce qu'il n'a pas, c'est un temps illimité. Washington veut des résultats. Le public américain
veut la victoire. Chaque jour de statu quo érode le soutien politique. Chaque jour suggère que l'invasion européenne pourrait échouer. Bradley a besoin d'une solution. Il n'a pas besoin d'une nouvelle arme de Washington. Cela prendrait des mois. Il a besoin d'une solution maintenant, sur le terrain, avec les matériaux à portée de main. Il lance un défi à ses officiers du génie militaire. Faites passer les chars à travers les haies, peu importe comment. La réponse ne vient pas d'un général. Elle vient d'un sergent du 102e Cavalerie Reconnaissance Squadron. Le sergent Curtis Cullen, 21 ans, un gamin de Kansas City avec de la graisse définitivement incrustée sous ses ongles. Il écoute ses camarades se plaindre des haies. L'un suggère en plaisantant « Pourquoi ne pas mettre des dents de scie sur l'avant du char et les couper ?» Cullen ne rit pas. Il écoute. Il y pense toute la nuit. Le sommeil ne vient pas. Il est allongé dans sa tente, fixant la toile, visualisant le métal, les angles, les forces. À l'aube, il a pris une décision. Il ne demande pas d'autorisation. Il ne rédige pas de proposition. Il marche vers la plage la plus proche. Elle est encore jonchée des débris du jour J. Des obstacles anti-chars allemands, des hérissons tchèques, des milliers de tonnes de poutres d'acier durcies, conçues pour déchirer le fond des péniches de débarquement. Ils ressemblent à des instruments de torture médiévaux, des poutres d'acier entrelacées de 1,50 m de haut, soudées en angle. Les Alliés tentent de les dégager depuis des semaines. La plupart sont enfouies dans le sable. Certaines sont rouillées, oranges. D'autres sont encore noires de peinture. Cullen attrape une poutre. Elle est plus lourde que prévu, peut-être 30 kilos. Il la traîne à travers le sable jusqu'au dépôt de maintenance. Ses mains saignent quand il arrive. Le dépôt de maintenance est un chaos contrôlé. Les mécaniciens travaillent sur des moteurs, des chenilles, des systèmes de carburant. Personne ne fait attention à un sergent traînant de la ferraille au milieu de leur espace de travail. Cullen trouve une vieille torche à acétylène du genre utilisé pour couper l'acier. C'est de l'équipement d'avant-guerre, probablement de 1940. La valve est dure. Il la force à s'ouvrir. Il positionne la poutre sur un établi. Il n'a pas de plan. Il ne consulte pas de table d'ingénierie. Il saisit la torche de découpage et commence à travailler. L'acétylène s'enflamme avec un sifflement aigu. L'oxygène de coupage arrive avec un second sifflement. La flamme est presque invisible à la lumière du jour, mais quand elle frappe l'acier, quelque chose de magique se produit. Le métal commence à luire. Pas rouge, jaune vif, puis blanc. À 1650 degrés, l'acier se rend simplement. Il se sépare comme du beurre. Des étincelles jaillissent, des milliers, une cascade de particules de métal chaud. Elle brûle des trous dans son uniforme. Il ne bronche pas. Il coupe la poutre en 4 défenses irrégulières, chacune d'environ 1,20 m de long. L'odeur est écrasante, métal brûlant, huile chaude, quelque chose de primaire. Quand il termine, ses mains tremblent d'épuisement, d'adrénaline, de la vision dans sa tête qu'il essaie de donner vie. Il positionne les défenses sur le carter de transmission finale d'un char Sherman capturé. Le métal est chaud du soleil de l'Alabama. Il commence à souder. La torche s'enflamme à nouveau. Le son est rythmique. Des étincelles pleuvent sur ses bras, ses jambes, son visage. D'autres mécaniciens s'arrêtent pour regarder. Ils ne comprennent pas ce qu'il fait. Cullen non plus, pas complètement. Il sait seulement que cela doit fonctionner. Après 90 minutes, Cullen pense avoir fini. La première défense est complète, soudée à la coque du char. Il recule, essuyant la sueur et les étincelles de son visage. D'autres mécaniciens se rassemblent, curieux. Quelqu'un attrape un morceau de métal et frappe la défense avec un marteau, testant la solidité de la soudure. La défense se fissure, ne se brise pas, mais des fissures se propagent à travers le joint comme un éclair. La soudure a lâché. La défense pend à un angle, à peine attachée. Cullen la fixe. Il ne dit rien. Il regarde juste la soudure ratée, l'étincelle qui refroidit encore sur le métal, les heures de travail ruinées. « Sergent !» dit un mécanicien avec précaution. « Peut-être que cela ne va pas fonctionner. » Cullen l'ignore. Il attrape la torche à nouveau. Il découpe la défense endommagée. Elle tombe au sol avec un bruit creux. « Que faites-vous » demande un autre mécanicien.
Je recommence, dit Cullen. Cette fois, il renforce le joint de soudure. Il crée un support triangulaire, le soudant à plusieurs points. Il n'attache pas simplement la défense. Il l'intègre à la structure du char. Cela prend une autre heure, mais quand il termine, il fait un signe de tête au même mécanicien qui l'a frappé avec le marteau. Essayez encore. Le mécanicien frappe. Le métal résonne sous l'impact. Mais la soudure tient. Pas de fissure. La défense ne bouge pas. Encore, dit Cullen. Un autre coup. Une autre résonance. La soudure tient. Pour la première fois, les autres mécaniciens sourient. Ils voient maintenant. Ils comprennent. Ce n'est pas juste une défense soudée à du métal, c'est un système intégré. C'est de l'ingénierie. Au moment où Bradley assiste à une démonstration, Cullen a appris par l'échec. C'est pourquoi la conception fonctionne. Bradley reçoit le mot. Il est sceptique, mais il n'a rien à perdre. Le 21 juillet, il observe une démonstration. Cullen conduit le Sherman modifié droit sur une haie à 25 km/h. Les défenses frappent en premier. Elles s'enfoncent dans le talus de terre, ancrant le char. Ensuite, le seul élan fait quelque chose que personne n'avait prédit. Toute la section de la haie, les arbres, le système racinaire, les siècles de terre accumulés, basculent soudain vers l'avant. Les racines, plus épaisses que la jambe d'un homme, sont arrachées de la terre avec un quasi-cri audible. Le char passe à travers, pas par-dessus. À travers. Les canons restent à niveau. Le ventre reste protégé. Bradley regarde le char émerger de l'autre côté, complètement intact. De la boue dégouline des défenses, la végétation encore emmêlée dans la soudure. Il ne dit rien pendant un moment. Il allume une cigarette et regarde la fumée dériver à travers le paysage normand. Puis, combien pouvez-vous en fabriquer ? Je ne sais pas, mon général. Nous pouvons essayer d'en faire plus. J'en ai besoin de 500 en une semaine. Cullen le regarde. Mon général, nous n'avons qu'une torche. Nous n'avons que de la ferraille des plages et nous n'avons que des mécaniciens qui ne savent pas encore ce qu'ils font. Bradley hoche la tête. Débrouillez-vous. Ce qui suit, ce sont 48 heures de chaos industriel organisé. Cullen distribue le plan à tous les bataillons de maintenance. Les équipes du génie militaire envahissent les plages comme des fourmis, démontant les hérissons tchèques, coupant l'acier avec toutes les torches qu'ils peuvent trouver. Des soudeurs qui n'ont jamais vu un Cullen cutter se voient montrer une photographie et on leur dit « Faites-en plus ». Ils le font. Des erreurs sont commises. La première série de 20 coupe-haies a des défaillances de soudure. Ils les retravaillent. La série suivante de 40 est meilleure. Au soir du 24 juillet, 47 chars portent les défenses. Au matin du 25 juillet, 147 chars ont été modifiés. Au 26 juillet, 483 Sherman de la 2e division blindée sont équipés de Cullen Cutters. L'armée américaine a évolué en 48 heures. Pas par la doctrine, pas par les bureaux d'études, mais par un sergent avec une torche et la volonté d'échouer devant des généraux. Dietrich Kreiss attend des tactiques américaines standards. Il n'a aucune idée que, 15 km plus loin, l'armée américaine vient de devenir quelque chose que sa ligne défensive n'était jamais conçue pour vaincre. Le 25 juillet à 9h38, Bradley se tient à son poste d'observation. En contrebas, déployés sur un front de 15 km, se trouvent approximativement 500 chars Sherman modifiés. Derrière eux, 200 000 autres hommes. L'artillerie est en position. Le soutien aérien est programmé. Les lignes de ravitaillement bourdonnent. Il ne le sait pas encore, mais ce sera l'assaut tactique coordonné le plus important depuis le début de l'invasion. Opération Cobra, la percée hors de Normandie. Tout dépend d'une chose. Les chars rhinocéros doivent passer. S'ils le font, le bocage tombe. S'ils le font, les Américains se déversent en Bretagne et se tournent vers l'Est, vers Paris. Sinon, la campagne s'enlise pour un autre mois. Un autre mois de 5000 pertes américaines. Un autre mois de lignes de ravitaillement étirées à la rupture. Bradley donne le signal. Les bombardiers décollent d'Angleterre. 1500 B-17 et B-24 transportant 4000 tonnes d'explosifs puissants.
Il se dirige vers Saint-Lô, vers les lignes allemandes, vers la 352e division d'infanterie de Dietrich Kreiss. Les mathématiques ont été calculées. La synchronisation est réglée. La machine industrielle est en marche. Dietrich Kreiss est dans son poste de commandement quand la terre commence à trembler. Pas un grondement lointain. Un martèlement continu et rythmé qui devient de plus en plus fort. Son adjudant entre en courant, le visage blanc. « Mon général, des bombardiers, formation massive, ils arrivent !» Le bombardement commence à 9h38. Le son n'est pas une série d'explosions, mais un rugissement sourd et continu qui éclate les tympans et fait s'effondrer les poumons. Pour les hommes de la division blindée allemande, enterrés à côté de la 352e de Kreiss, le monde prend simplement fin. Les fortifications disparaissent. Les arbres sont déracinés. La terre elle-même se transforme en boue liquide. Puis le silence. Un silence étrange. Terrible. Kreiss reçoit des rapports frénétiques. Le bombardement a coupé ses communications. Des messagers arrivent avec des nouvelles qui n'ont aucun sens. Les chars traversent les murs, pas par les routes, à travers les murs. Sur la ligne de front, les mitrailleurs allemands visent les intersections routières, attendant les Américains. Soudain, la haie à leur gauche explose vers l'intérieur. Pas à cause de l'artillerie, par contact. Un char Sherman couvert de terre et de racines émerge comme une apparition cauchemardesque. Son canon est déjà en train de pivoter. Avant que les mitrailleurs allemands ne puissent traverser leurs armes, ils sont submergés. Les chars rhinocéros se déplacent en groupe, coordonnés avec l'infanterie. Ils percent des trous dans le bocage. Ils tirent un obus à mitraille dans l'ouverture. Ils passent au champ suivant. C'est une guerre en accéléré. La géométrie du champ de bataille s'est inversée. La haie n'est plus un bouclier pour les Allemands. C'est un écran pour les Américains. Un canon anti-char allemand parvient à tirer un coup. Impact direct sur un Sherman. Le char s'embrase, mais 3 autres rhinocéros ont déjà contourné la position. Et maintenant, les soldats allemands sont pris sous le feu depuis l'arrière de leur propre ligne défensive. Le concept de ligne cesse d'exister. Cela devient le chaos, cela devient la déroute. La 352e division d'infanterie tente de se replier pour former une nouvelle ligne, mais les Américains se déplacent plus vite que les ordres allemands ne peuvent voyager. Des messagers à pied ne peuvent rivaliser avec des véhicules se déplaçant à 25 km/h. La défense statique sur laquelle Kreiss comptait s'est évaporée. Le terrain qui était censé être un allié est devenu un piège. Les haies, qui étaient censées arrêter les Américains, les canalisent maintenant vers l'avant. Au coucher du soleil, le 26 juillet, le front ne s'est pas seulement effondré, il s'est inversé. Les Allemands ne livrent plus une bataille défensive. Ils fuient. Kreiss reçoit des ordres du corps d'armée. Rassembler les restes, préparer une contre-attaque. Mais il n'y a pas de restes à rassembler. Sa division a été brisée. Ses officiers sont morts ou portés disparus. Son réseau de communication est détruit. Il n'a plus de chars en réserve. La 352e division d'infanterie, qui a tenu Omaha Beach, qui a infligé 2000 pertes américaines, qui était censée être une forteresse, a été balayée par une armée équipée de ferrailles soudées. Les équipages de chars allemands abandonnent leurs véhicules et courent vers l'arrière. Ils n'ont pas de carburant. Les lignes de ravitaillement sont coupées. Ils n'ont pas de munitions. Les dépôts ont été détruits. Ils n'ont pas d'ordre. La structure de commandement s'est effondrée. Ce qu'ils ont, c'est la peur. La peur rationnelle qui vient d'être surpassée par un ennemi qui vient de prouver qu'il peut faire quelque chose que vous pensiez impossible. Un ennemi qui a pris votre forteresse et l'a transformée en piège. Un ennemi qui a pris les débris de son propre champ de bataille et en a forgé une arme. Dietrich Kreiss ne survivra pas à la campagne. Le 2 août, il est grièvement blessé par des éclats d'obus d'un tir d'artillerie américain. Il meurt 4 jours plus tard. C'était un commandant compétent, courageux, de la vieille école, mais il combattait une nouvelle sorte de guerre. L'histoire se concentre souvent sur les généraux, Patton, Rommel, Bradley. Mais la bataille des haies n'a pas été gagnée par un général. Elle a été gagnée par un sergent avec une torche à souder et un tas de ferrailles.
Elle a été gagnée par une armée qui a permis à une improvisation de terrain de devenir une doctrine standard en 48 heures. La Wehrmacht allemande avait de meilleurs chars lourds. Elle avait de meilleures mitrailleuses. Elle avait le terrain défensif ultime. Mais elle manquait de la seule chose qui définissait l'effort de guerre américain, la flexibilité industrielle pour changer la machine pendant qu'elle tournait. Dietrich Kreiss a vu ses défenses s'effondrer. Non pas parce que ces hommes n'étaient beaux, c'est pas courageux. Ils l'étaient. Kreiss lui-même était courageux, mais son ennemi pouvait transformer les débris du champ de bataille en armes. Le char rhinocéros n'a pas simplement coupé à travers les haies. Il a coupé à travers l'illusion que la compétence tactique pouvait vaincre la puissance industrielle. À l'âge de la guerre industrielle, ce n'est pas le général avec la meilleure stratégie qui gagne. C'est le sergent avec une torche qui comprend que la victoire appartient à la nation, qui peut improviser plus vite, construire plus vite et s'adapter plus vite que son ennemi. Le char rhinocéros de Kulin l'a prouvé pendant la Seconde Guerre mondiale et cela reste vrai aujourd'hui.